Un rapport d'autopsie jusqu'à présent non concluant n'a révélé aucun signe de traumatisme contondant ni de blessure physique. La maison était vraiment dans un état déplorable. Les autorités rapportent qu'il y avait jusqu'à 15 squatteurs qui vivaient dans la maison. Bienvenue ou bon retour, je suis Cassie, voici un monde maléfique. Je vais vous raconter l'histoire d'une fillette dont la disparition puis la mort ont éveillé de nombreux soupçons dans la communauté. Et même s'il y avait 4 adultes qui ont été vus pour la dernière fois avec cette fillette, à ce jour, 7 ans plus tard, il n'y a toujours eu aucune arrestation. C'est l'histoire de Semaj Crosby. Semaj Lyric Mylove Crosby est né le 2 novembre 2015 de sa mère Sherry Gordon et de son père James Crosby. Elle avait 3 frères, une sœur et vivait à Chicago, Illinois. Semaj était une petite fille vive mais câline. Elle était très féminine et adorait la couleur rose. Semaj vivait maintenant dans une maison de 80 mètres carrés située au 309 Louis Road à Joliet Township avec sa mère Sherry, ses frères et sœurs, sa grand-mère paternelle Darlene Crosby, sa tante paternelle Lakerisha Crosby, les 2 jeunes enfants de sa tante et le petit ami de sa tante en liberté conditionnelle, Wesley Sykes. Beaucoup de ces personnes vivaient dans la maison depuis 2016, même si le bond de la section 8 de la mère de Semaj, Sherry, était censé ne concerner qu'elle et ses enfants. Cependant, selon les voisins, il y avait entre 5 et 15 personnes vivant dans la maison à différents moments. La tante paternelle de Semaj, Lakerisha, et son compagnon Wesley ont vécu par intermittence dans la maison depuis 2016 et Wesley était un ancien détenu qui avait purgé 2 peines de prison pour coups et blessures aggravées. Et au début de 2017, il était en fait en liberté conditionnelle à cause d'une agression sur son ex-petite amie en 2016. James, le père de Semaj, qui avait aussi vécu dans la maison, était en prison début 2017. Il purgeait une peine pour vol ainsi que pour des accusations de violence domestique découlant d'un incident survenu en février 2015. Semaj allait rendre visite à son père chaque week-end pendant qu'il était en prison. Le 25 avril 2017, les femmes qui vivaient dans la maison, Lakerisha, Sherry et Darlene, ainsi que l'amie de Darlene, Tamika Robinson, ont décidé d'emmener tous les enfants de la maison manger une glace chez Dairy Queen. Avant de sortir manger une glace à 15h, tous les enfants sont sortis et ont commencé à danser sur de la musique. Vers 15h45, Sherry est sortie et a emmené Semaj à l'intérieur pour lui changer sa couche. Ce n'est qu'environ 15 à 20 minutes plus tard, vers 16h, que Sherry a annoncé qu'elle ne trouvait plus Semaj. Sherry et les autres femmes ont aussitôt cherché la petite dans le jardin et le quartier. À 18h30, n'ayant toujours aucune trace de la fillette, elles ont décidé d'appeler la police. Un instant, madame, je vais annoncer l'appel. 911, quelle est l'urgence? Ma fille a disparu. Attendez, madame. Avec un transfert pour le 309 route Louis à Crescent Heights. Allez-y, madame. Merci. Que se passe-t-il là-bas? Oui, ma fille a disparu, je ne la trouve pas. Elle jouait dehors avec les enfants et elle a disparu. D'accord, quel âge a-t-elle? Elle a 1 an. Restez en ligne pendant l'organisation de l'intervention policière. Comment s'appelle-t-elle? Semaj. Épelle-le pour moi. Semaj Crosby, S-E-M-A-J. Quand l'as-tu vu pour la dernière fois? Dans la cour avant, quand tout le monde était dehors dans la cour avant. D'accord, donc ça fait combien de temps? C'était il y a environ... Je ne sais pas combien de temps ça fait, c'était genre une demi-heure, 30 minutes, 20 minutes, je sais pas, je peux pas dire. Il y avait plein d'enfants ici, il y avait plein d'enfants ici, il y avait plein d'adultes ici qui les regardaient et tout.
D'accord, respirez. Je dois vous poser quelques questions. Selon vous, cela fait 30 minutes depuis que vous l'avez vue? Oui. Oui. Quoi? D'accord. As-tu vérifié chez toi pour voir si elle s'y trouve? Oui, je vérifie en ce moment. J'ai déjà vérifié. Ah, très bien. As-tu vérifié auprès des voisins? Oui, je l'ai fait. Est-ce qu'elle s'est déjà égarée auparavant? Non. D'accord. Combien d'enfants avez-vous chez vous? J'ai 3. D'accord. Est-ce possible? Y a-t-il un parc à l'école? Oui. D'accord. Quelqu'un a-t-il pu l'emmener au parc? Non, car elle n'est pas au parc, qui est juste derrière chez moi. D'accord. Vous avez dit qu'il n'est pas possible qu'elle soit là-bas. Nous ne la voyons pas au parc. Je sais. Écoute, nous avons la police. Ils viennent pour toi, d'accord? Ils viennent t'aider, mais reste au téléphone pour que je te pose des questions et qu'on précise où tu as cherché, d'accord? Alors, est-ce que tu as regardé au parc de l'école ou pas? Oui, on a regardé au parc de l'école. D'accord. Personne n'était censé venir la chercher, ni papa, ni personne, c'est bien ça. Non. D'accord, donc c'est une femme noire, elle a des couettes dans les cheveux et elle porte un pantalon de survêtement en jean bleu avec un pull gris. Oui. D'accord, et est-ce qu'elle peut marcher toute seule? Oui, elle pouvait marcher. D'accord. Et une des enfants plus âgées est chez toi. Personne ne l'a emmenée, non? Ils sont tous sur le parcours. Il ne te manque personne. Oui, ma fille manque à l'appel. D'accord, je comprends. Mais tes enfants plus âgés sont là, n'est-ce pas? Oui. Qui est-ce? Madame. Oui, c'était maman. D'accord, très bien. Tu as vérifié dans le jardin, tu as regardé dans les placards, dans les salles de bain, tout ça? Oui. D'accord, madame. Quel âge ont vos enfants plus âgés à la maison? Allô? Madame, quel âge ont vos enfants plus âgés à la maison? 2, 3 et 10 ans. D'accord, les enfants plus âgés que vous avez là, comme celui de 10 ans, je veux que vous leur demandiez de commencer à vérifier la maison, de regarder dans les placards, dans la salle de bain, de vérifier le garage, tout. Avez-vous compris ma demande, madame? Bonjour. Avez-vous compris ma demande? Oui. D'accord, cet enfant de 10 ans, c'est l'autre enfant qui est là, il faut qu'il commence à la chercher, d'accord? Ils sont déjà en train de la chercher. Ils ont bien vérifié la maison, non? Elle n'est pas dans la voiture? Avez-vous un garage attenant à la maison? Non, je n'en ai pas. D'accord. Votre véhicule est-il garé dehors? Non, je n'en ai pas. On va vérifier le véhicule, c'est ça? C'est bon, madame, c'est bon. Respirez profondément, d'accord? Faites attention, s'il vous plaît. Respirez profondément, d'accord? Oh mon Dieu. Ça va. 3 agents arrivent chez vous, d'accord? Inspirez par le nez, expirez par la bouche.
Ça va aller. Prends une grande inspiration. Il n'y a aucun autre adulte avec toi en ce moment. Oui, il y en a ici. Je vais appeler la police. Je suis en ligne avec eux en ce moment. D'accord. Tu parles à qui? Leur mamie, D'accord. Et tu es allé chez tous les voisins de ton quartier, c'est bien ça. celui qui est assis à côté de moi. Qu'est-ce que c'est? Celui qui est assis à côté de moi, D'accord, madame, j'ai du mal à vous comprendre. celui qui est à côté de moi, Très bien, j'ai un agent qui arrive dans votre rue en ce moment, d'accord? Pouvez-vous sortir dans le jardin devant chez vous? oui, je suis déjà dehors. D'accord. Est-ce que vous le voyez arriver? Oh oui, D'accord, madame, je veux que vous alliez lui parler, d'accord? d'accord. Les autorités ont aussitôt lancé une alerte informant le public de la disparition de Semaj Crosby, 16 mois. Elle était pieds nus, portait un jean bleu foncé et un t-shirt gris à manches longues décoré d'un visage de chat. Les cheveux de Semaj étaient en queue de cheval ornés de perles blanches. La police a aussi déclaré alors ne pas soupçonner d'actes criminels dans la disparition de Semaj, car tous les adultes présents coopéraient. Le jour de la disparition de la fillette, les autorités ont interrogé les voisins pour savoir s'ils l'avaient vue. Et même si personne ne savait où se trouvait Semaj, plusieurs voisins ont déclaré à la police qu'ils l'avaient dansé vue plus tôt dans la journée. Elle avait traversé la rue avec ses cousins et ses frères et sœurs et on l'avait vue porter la tenue dans laquelle elle avait disparu. Pendant le premier jour des recherches pour Semaj, certains membres de sa famille ont dit à la police qu'un homme qui vivait à proximité avait la fillette chez lui. Alors plusieurs personnes, en colère, se sont rendues chez cet homme et ont exigé qu'il les laisse fouiller sa maison. L'homme a d'abord refusé toute entrée. Cependant, après avoir parlé avec la police, il a décidé de les laisser entrer pour fouiller, mais aucune trace de Semaj n'a été trouvée là-bas. La police a lancé un appel d'urgence inversé aux résidents dans un rayon de 8 km, leur demandant de vérifier leur jardin pour retrouver Semaj. Chiens de recherche, détectives, agents de patrouille, bénévoles et plus de 80 secouristes ont fouillé la zone autour de la maison de Semaj toute la nuit. Cependant, ils n'ont eu aucun succès. Le problème, c'est que Semaj n'avait que 16 mois et qu'elle venait tout juste d'apprendre à marcher quelques semaines auparavant, donc elle n'était pas très stable sur ses jambes, ce qui signifie qu'elle n'aurait pas pu aller bien loin. Quand Semaj a été signalée disparue, la police avait fouillé sa maison. Mais après que la mère ait dit à la police que la petite fille s'était enfuie alors qu'elle était dehors, ils ont concentré leurs recherches à l'extérieur à la place. Cette même nuit, cependant, après n'avoir trouvé aucune trace de la fillette, la police a décidé de repartir de zéro et voulait fouiller la maison à nouveau. Cependant, cette fois, Sherry a refusé. Faute de motifs probables, la police n'a pas pu obtenir de mandat de perquisition. Mais après 2 jours sans rien trouver, les autorités ont de nouveau décidé d'essayer de fouiller la maison. Encore une fois, Sherry ne l'a pas permis. Cette fois, la police a obtenu un mandat de perquisition et dans la nuit du 27 avril, la police et le FBI ont fouillé la maison. À l'intérieur, les conditions de vie étaient si dangereuses et insalubres que les enquêteurs ont dû porter des combinaisons hazmat pour la perquisition. L'ensemble de l'habitation semblait insalubre à cause des tapis très sales, des murs crasseux et des déchets partout. La porte arrière et le panneau électrique étaient bloqués par des poussettes, sacs poubelles, jouets, vêtements et conteneurs. L'endroit était infesté de cafards et de punaises de lit, et dès le lendemain, il a été déclaré impropre à l'habitation et condamné. Environ 1 heure après le début de la fouille de la maison sale, vers minuit, la recherche de Semaj prendrait fin. Près de 30 heures après qu'elle ait été signalée disparue, son corps serait retrouvé dans sa propre maison sous le canapé du salon.
Le canapé sous lequel Semaj a été retrouvé pesait plus de 45 kilos et comme il n'avait pas de pied, il n'était qu'à environ 6 cm du sol, ce qui signifie qu'elle n'aurait jamais pu se glisser là-dessous toute seule. Les détectives ignoraient comment le corps de Semaj avait fini sous le canapé de la famille. Mais ils pensaient que la fillette était déjà morte avant d'y être placée. Un autre point intrigant sur le lieu où le corps de Semaj a été trouvé, lors de la première fouille, la police avait déjà soulevé ce canapé pour que l'Akerisha récupère une chaussure de Semaj dessous afin que les chiens puissent obtenir son odeur. Et en parlant de ces chiens, lorsqu'ils cherchaient Semaj, ils reniflaient la chaussure, puis s'éloignaient de quelques mètres de la maison avant de faire demi-tour, de courir vers la maison et de taper à la fenêtre près de l'endroit où se trouvait le canapé. De plus, les Crosby, ainsi que d'autres personnes qui squattaient la maison, s'étaient assises sur ce canapé pendant toute la durée des recherches pour Semaj. Comme la mort de la fillette paraissait suspecte, les autres enfants de la maison ont été retirés par les services de protection de l'enfance. C'était un bon bébé. Elle aimait jouer, rire, toujours jouer, rire. En deuil ailleurs avec sa famille, Gordon est revenu à la maison pour la première fois aujourd'hui. Je veux juste qu'elle repose en paix. Là, elle a vu le mémorial grandissant créé par des inconnus et des enquêteurs ayant laissé des souvenirs pour honorer Semaj. Lors d'une réunion, la détective principale a affirmé « Je peux dire avec certitude que Semaj ne s'est pas retrouvé sous ce canapé seul. Une ou plusieurs de ces 4 femmes adultes savent précisément ce qui est arrivé à Semaj. Sherry, la grand-mère de Semaj, Darlene, sa tante L'Akerisha et l'amie de la famille Tamika étaient toutes désormais considérées comme personnes d'intérêt. Une adolescente mineure était aussi présente ce jour-là et la police devait l'interroger. Ces 4 femmes avaient maintenant toutes des avocats. La plupart avaient déjà engagé des avocats avant la découverte du corps de Semaj. Les autorités affirment aussi que ces 4 femmes sont désormais peu coopératives dans l'enquête. Lors des interrogatoires, la police avait relevé des incohérences dans les récits des 4 femmes, souvent en contradiction avec leurs déclarations précédentes. Dans le cadre de l'enquête sur la mort de Semaj, Tamika, Darlene et L'Akerisha ont toutes passé un test au détecteur de mensonges. Sa mère, Sherry, a refusé d'en passer un sans en expliquer la raison. Et les 3 femmes qui ont passé le test ont échoué et ont refusé de le repasser. Darlene a même qualifié cela de supercherie. Les Crosby refusaient désormais que la fille mineure de Darlene, présente le jour de la disparition de Semaj, parle à la police. Autre élément suspect, le jour de la disparition de Semaj, sa marraine Latoya était venue aider aux recherches à la maison. À son arrivée, Latoya a vu que tout le monde cherchait Semaj dehors. Elle dit que tout le monde, sauf Darlene et son amie, qui étaient simplement assises ou à rire et à discuter tranquillement. Pendant qu'ils cherchaient Semaj, sa tante L'Akerisha suivait Sherry partout, restant très proche d'elle lors des entretiens qu'elle surveillait, interrompait ou terminait. Pendant tout ce temps, elle veillait à ne jamais la quitter et à ce que toute communication soit surveillée et contrôlée. Lors d'un entretien avec la police, L'Akerisha a interrompu Sherry en disant « Ne leur parle pas ». Lorsque la grand-mère de Semaj, Darlene, a parlé aux médias, elle a nié avoir jamais engagé un avocat elle-même. Elle a aussi déclaré publiquement qu'elle pensait que Sherry avait tué sa fille, Semaj. Elle croit que Sherry a tué sa fille par dépit. Darlene a aussi dit que Sherry avait engagé un avocat en premier. Et elle avait empêché Darlene et les autres femmes d'entrer dans la maison le jour où Semaj a disparu. Et Darlene affirmait aussi que Sherry était en fait la seule à ne pas être sortie chercher sa fille, contrairement à ce que la marraine de Semaj, Latoya, avait dit auparavant, à savoir que c'était Darlene qui n'était pas sortie la chercher. Alors, qui c'est ? Tamika Sims, également l'une des 5 personnes d'intérêt, dit qu'elle a largement coopéré et qu'on lui a demandé, il y a seulement quelques mois, d'aider à l'enquête. J'ai collaboré depuis le premier jour. J'ai toujours participé en ce qui concerne la police. Tamika Sims nous dit qu'elle s'est éloignée de Darlene et L'Akerisha Crosby lorsqu'elle affirme que leur version des faits a commencé à changer. J'ai commencé à me dire, peut-être qu'elles en faisaient partie aussi. Leur histoire n'est jamais restée la même. Elles changeaient des choses. Je ne comprends pas, vraiment.
Et le lendemain même de l'enterrement de Semaj, le 6 mai, un incendie a ravagé la maison où elle vivait et l'a réduite en cendres. À leur arrivée, les pompiers ont vu d'énormes nuages de fumée s'échapper de la maison et, pour des raisons de sécurité, ils ont décidé de la laisser brûler complètement. Les inspecteurs qualifieront l'incendie de criminel sans procéder à aucune arrestation. Et à cause de l'incendie, les enquêteurs chargés de l'affaire de Semaj étaient maintenant confrontés au fait que toutes les preuves supplémentaires qui se trouvaient dans la maison et qui auraient pu mener à une arrestation étaient désormais définitivement détruites. À ce moment-là, les résultats de l'autopsie de Semaj étaient également en attente d'analyse complémentaire, ce qui laissait de nombreuses questions autour de sa mort. Le médecin légiste avait constaté qu'il n'y avait aucun signe de traumatisme sur le corps de Semaj, et il n'était pas clair au début de savoir exactement comment la petite fille était morte. Il a fallu encore 4 mois, soit un total de 5 mois depuis que Semaj avait été retrouvée morte chez elle, pour que sa mort soit enfin considérée comme un homicide. Une autopsie supplémentaire réalisée en septembre 2017 a révélé que la fillette était morte d'asphyxie. Le bureau du coroner a qualifié la mort d'homicide en raison des circonstances inhabituelles de la disparition de Semaj, de la découverte de son corps en décomposition sous le canapé chez elle, des contacts répétés avec le département des enfants et de la famille de l'incendie suspect dans la maison et du manque de coopération des suspects. Oui, les services de protection de l'enfance étaient déjà en contact avec la famille et travaillaient avec eux depuis septembre 2016. Ils ont été très critiqués après la mort de Semaj pour ne pas l'avoir mieux protégée, ce qui est justifié. Ces critiques s'expliquent notamment car 40 minutes avant la disparition de Semaj, à 15h20, des travailleurs des services de protection de l'enfance avaient rendu visite à la famille. Ils étaient venus ce jour-là à cause d'allégations de négligence contre Chéri. La ligne d'assistance au service à l'enfance avait déjà reçu plusieurs appels au sujet de Semaj, de ses frères, sœurs et cousins. Une plainte signalait que 30 personnes vivaient dans la maison de 80 mètres carrés et consommaient alcool et drogue devant les enfants. Le jour où Semaj a disparu, de nombreux adultes et enfants occupaient illégalement la maison. Certains étaient d'anciens abuseurs d'enfants. Cela incluait le petit ami de tante Lakerisha, Wesley Sykes, qui avait agressé sexuellement le cousin de 3 ans de Semaj et aussi été violent envers son frère cadet. Wesley avait été placé en garde à vue le jour de la disparition de Semaj, mais avant celle-ci, il n'était donc pas suspect. Semaj et ses frères et sœurs avaient subi des maltraitances infantiles, verbales, physiques et mentales. L'un des frères de Semaj, âgé de 7 ans, avait tant de difficultés à la maison qu'il a confié des idées suicidaires à sa mère et à son enseignante. Cette enseignante avait informé les services de protection de l'enfance qui menaient déjà une enquête sur Chéri à ce moment-là. À cause de ses idées suicidaires, le garçon de 7 ans a été hospitalisé 3 fois depuis septembre 2016. Ce courageux grand frère de Semaj avait en fait parlé aux travailleurs des services à l'enfance des abus qu'il subissait. Il a également dit qu'il ne voulait plus que sa grand-mère paternelle et sa tante vivent avec eux, mais il n'a jamais été aidé. Les travailleurs des services à l'enfance ont décrit la mère de Semaj, Chéri, dans leur rapport comme attentionnée et bienveillante envers ses enfants, mais elle avait potentiellement des troubles cognitifs et ou des difficultés d'apprentissage. Et ces handicaps potentiels ont peut-être eu un impact sur sa capacité à s'assurer que la santé physique et mentale de ses enfants était correctement prise en charge. Lors d'une visite du département des enfants et de la famille qui a eu lieu en avril 2015, les enquêteurs ont trouvé des preuves suffisantes que le père de Semaj, James, avait en fait fouetté son fils de 5 ans avec sa ceinture après que le garçon ait eu des ennuis à l'école. Et lorsque le frère de Semaj, âgé de 7 ans, a signalé en janvier 2016 que sa mère, Chéri, le frappait lui et ses frères et sœurs sur la tête avec une chaussure, l'affaire a été confiée à une travailleuse sociale relativement nouvelle et déjà débordée par d'autres dossiers. Donc, ce que cette travailleuse a fait, c'est qu'elle a clôturé le dossier en moins d'1 semaine, invoquant un manque de preuves. C'était après que les enfants de la maison avaient nié les mauvais traitements, ce qui était prévisible. Et une travailleuse sociale extérieure a dit à l'enquêtrice du département des enfants et de la famille qu'elle n'avait aucune inquiétude concernant les allégations. Bien que les détectives aient jugé la maison inhabitable, les services de protection de l'enfance ont affirmé le contraire.
Ils ont dit que la maison était souvent en désordre mais n'était pas déplorable. Lors de la dernière visite, une assistante sociale a constaté que la maison était en désordre et a demandé à Sherry de la nettoyer pour leur retour dans quelques semaines. Et lorsque les services de protection de l'enfance ont ensuite été interrogés à ce sujet, ils ont déclaré qu'ils ne retirent pas les enfants de leur foyer simplement parce qu'il est sale. Je comprends, mais il y avait aussi de nombreuses allégations de maltraitance et de négligence en plus de cela, donc on a découvert que le bureau du département des enfants et de la famille, qui s'était occupé du dossier de Semaj au moment de sa mort, organisait en fait un concours qui avait commencé 3 mois plus tôt. Le concours offrait des cartes cadeaux de 100 $ aux 2 travailleurs sociaux qui clôturaient le plus de dossiers en 1 mois. La 3e recevait une carte cadeau de 50 $. Oui, laissez ça vous interpeller un instant. Je suis sûre que vous êtes furieuse, comme je l'étais en lisant ça. Un concours pour voir qui peut résoudre le plus d'affaires? Tu te fous de moi? L'agence dira plus tard qu'ils avaient commis une grosse erreur en organisant ce concours et ils l'ont brusquement arrêté. De plus, il y avait aussi des rapports considérés comme cruciaux dans l'affaire de Semaj qui n'ont été déposés qu'après sa mort. Des interviews et constatations n'ont été documentées que plusieurs semaines après, violant ainsi la politique de l'agence. Le directeur du Department of Children and Family Services, George Sheldon, a aussi démissionné environ 1 mois après la mort de Semaj. Je n'arrive pas à imaginer pourquoi. Le bureau du shérif a également annoncé publiquement qu'il s'était rendu au domicile de Semaj 59 fois entre février 2016 et avril 2017 lorsque Semaj est décédé. 40 visites auraient servi à des contrôles de probation. Cependant, cela laisse tout de même 19 autres interventions en seulement 14 mois. Donc ça fait beaucoup. 2 de ces visites de la police étaient pour des contrôles de bien-être, une en octobre 2016 et une autre en mars 2017. 4 autres visites étaient pour des troubles, certains de nature domestique. 4 concernaient les services publics. 2 étaient pour une intervention en situation de crise. 2 autres étaient prêts à venir remettre des assignations. Et James Crosby, qui était incarcéré au moment du décès de sa fille Semaj, a déclaré qu'il ne savait pas que les conditions dans la maison étaient aussi mauvaises qu'elles l'étaient. Il a dit « Tout ce que je sais, c'est que le département des enfants et de la famille vient à cause de mon fils. Mon fils, il a souvent des problèmes. » Il a continué, c'était tout ce que je savais. Des squatteurs qui entrent et sortent? Non. Ce que je ne crois pas forcément, mais bon. Et peu de temps après la mort de Semaj, son père, James, a intenté un procès contre sa mère, Sherry, ainsi que contre les services de protection de l'enfance. La plainte alléguait que la négligence des 2 parties avait conduit à la mort de sa fille de 16 mois, Semaj. Il était notamment allégué que Sherry avait placé Semaj sous le canapé où elle a été retrouvée. La plainte indique que la mère de Semaj avait des limitations cognitives, ce qui compliquait la coordination des rendez-vous médicaux et des soins des enfants. La plainte indique également que l'assistante sociale a observé ou aurait dû observer que la maison était dans un état dangereux et insalubre, avec des punaises de lit et des cafards. Ces conditions représentaient clairement un danger pour les enfants qui y vivaient. Et en avril 2022, James Crosby finirait par gagner le procès. Et il a reçu un règlement de 6,4 millions de $ de la part des services de protection de l'enfance de l'Illinois. Il est dit que l'argent devait être placé dans une fiducie pour chacun des frères et sœurs de Semaj et qu'ils y auront accès lorsqu'ils auront 18 ans. Après que le juge ait retiré les autres enfants de Sherry après la mort de Semaj, Sherry a affirmé que la maternité était sa priorité et son plus grand désir. Elle voulait plus que tout récupérer la garde de ses enfants. Peu après, Sherry a eu des jumeaux dont elle a aussi perdu la garde, sans que l'on sache si elle l'a retrouvée ensuite. Les funérailles de Semaj ont eu lieu le 5 mai 2017. Des membres de sa famille portaient des t-shirts équipe Semaj, tandis que son corps était dans un petit cercueil blanc et doré à l'église Prayer Tower Ministries, Church of God in Christ à Joliet. Le mot « princesse » était inscrit à l'intérieur du couvercle du cercueil ouvert et le petit ange de Dieu était projeté sur 2 écrans à proximité. Semaj a ensuite été inhumé au cimetière Elmhurst à Joliet. Et le 2 novembre 2017, les proches de Semaj ont organisé une fête pour ce qui aurait été son 2e anniversaire.
Plusieurs dizaines de personnes ont assisté à l'événement et elles ont chanté joyeux anniversaire, soufflé les bougies et coupé le gâteau en l'honneur de ces mages. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de ces mages aujourd'hui. Même si j'aimerais voir quelqu'un être arrêté et condamné pour le meurtre de la petite fille, je doute que cela n'arrive un jour. Surtout puisque toute preuve potentielle qui se trouvait dans la maison a été complètement détruite par l'incendie. Et ce n'était certainement pas une coïncidence. Je me demande vraiment comment elle est morte et ce qui lui est arrivé ce jour-là. Sauf si l'une des 4 femmes présentes parle, nous ne le saurons sans doute jamais. Donc si tu aimes les histoires de True Crime et que tu veux les entendre racontées par moi, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous et d'activer les notifications pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive environ 2 fois par semaine. Merci à tous les mécènes de Un Monde Maléfique. As-tu une suggestion d'affaires que tu aimerais me voir traiter? Si c'est le cas, envoie-moi un email à wickedworldtruecrime@gmail.com.